Bonjour tout le monde, bienvenue à la session d'aujourd'hui qui est intitulée «Les avantages du développement des compétences» avec Véronique Dupont, avec qui on aura le plaisir, d'aborder ce sujet. Mais avant ça, je veux juste vous dire 2 mots sur Paro. Alors, une organisation à but non lucratif qui aide les femmes entrepreneurs à croître leurs entreprises et nous le faisons de 2 manières. Le pilier numéro un, c'est à travers de l'éducation en business avec différentes choses Est-ce que c'est moi qui fige ou est-ce que c'est à Léla? déconseiller. C'est Léla, je pense. C'est Léla qui fige. Donc, désolé Léla, de temps en temps, ça bloque. Donc, on a peine à vous comprendre. OK, Euh, Zoom n'est pas mon pote aujourd'hui. non, apparemment non. Bon, on reprend alors dans le record, on efface ce qu'on a mis et je Ah, te je te donne la main parce que ça a pas de bon sens là. Kylie peut le couper sans problème. Donc, OK. Donc, bonjour, nous sommes le 12 juin 2024. Merci beaucoup d'être ici pour un webinaire de Paro. Nous sommes joints par Véronique Dupont du Centre de services à l'emploi. Un petit mot pour Paro, les services de Paro. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons du financement, de l'accompagnement, de la formation, aussi bien que l'aide à l'exportation. Véronique, merci beaucoup de votre temps ce matin. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, René. Donc, bonjour à vous, mesdames. Aujourd'hui, comme qui a été abordé par René, on va parler des avantages du développement des compétences pour l'entreprise. Donc, comment c'est important de prendre soin des compétences de nos employés ou de notre équipe pour pouvoir permettre vraiment à notre entreprise de croître et de demeurer en santé. Donc, premièrement, je vais parler un petit peu rapidement des objectifs de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, obtenir les outils pour développer vos ressources humaines. Donc, comment on peut reconnaître qu'on a un besoin au niveau des compétences. Concevoir des moyens de contrer la pénurie de main-d'œuvre à l'aide du développement des compétences. Et utiliser le développement des compétences à votre avantage pour vraiment améliorer la santé de votre entreprise globale. Donc, on a vu depuis la pandémie de 2020 un gros changement au niveau de la culture de l'emploi. Donc, il y a eu vraiment certains changements au niveau de la qualité de l'emploi. Donc, avec les nouvelles conditions de travail qui sont entrées en ligne de compte à partir de la pandémie, aussi, on a vu vraiment un changement au niveau de qu'est-ce qu'on offre aussi comme service au niveau de notre entreprise et tout ça. On a vu aussi un changement au niveau des attentes des candidats et des gens qui sont sur le marché du travail. Les gens veulent plus, des fois, se développer au travail, veulent avoir un peu plus, aller chercher des compétences nouvelles sur le marché du travail. Puis on a vu aussi un changement vraiment de la vision de ce qu'est travailler. Puis ça a été vraiment là, les gros changements qui ont été apportés par la pandémie en 2020. Les gens ont comme eu la chance de repenser leur carrière, de repenser les conditions de travail, de ce qu'ils recherchent et tout ça. Puis on a vu vraiment aussi que les nouvelles technologies qui sont entrées en ligne de compte avec la pandémie, les nouvelles façons de faire le marché mondial, etc., ça a eu un effet, un impact direct sur le développement des compétences et sur les compétences maintenant qu'on a besoin sur le marché du travail pour vraiment bien réussir là, en affaires. Puis ça, dans le fond, c'est selon le Future Skills Center, qui est un organisme là, fédéral qui analyse justement les besoins au niveau des compétences sur le marché du travail canadien. Euh, Qu'est-ce qui est la réalité qu'on voit dans le fond sur le marché du travail présentement versus les changements qu'il y a eu depuis la pandémie? C'est que c'est beaucoup de pratiques de formation et d'intégration informelles. Donc, il n'y a pas vraiment de processus ou de formation fixée ou des choses comme ça quand il y a un nouvel employé qui commence chez nous. Dans le fond, c'est vraiment, OK, il est accompagné par un employé plus senior
on y va comme ça, puis il apprend, mais il n'y a pas vraiment de formation externe ou des choses comme ça qui est écrit, qui est prescrit. Aussi, on pratique beaucoup le guérir plutôt que prévenir, hein. Donc, au lieu de prévenir qu'on va peut-être avoir besoin de cette compétence-là chez l'employé dans le futur, on aime mieux plutôt guérir. Donc, on arrive au moment où, ah, OK, on aurait peut-être besoin de cette compétence-là qu'il devrait développer, mais on le fait sur le tard au lieu de prévoir en avance nos besoins en fait de compétences. Il y a aussi beaucoup de communication plus informelle sur les capacités d'attraction des PME. Donc, les petites moyennes entreprises utilisent encore beaucoup le réseautage, le bouche à oreille pour vraiment aller recruter des talents. Ce qui fait souvent que le bassin de compétences devient moins large quand on recrute de cette façon-là, parce qu'on recrute vraiment dans notre réseau qui est direct, qui est vraiment près de nous. Donc, les PME ont tendance à avoir de ce fait-là un bassin de compétences qui est beaucoup moins large. Qu'est-ce que aussi qui est la réalité, c'est qu'on a de la difficulté des fois à vraiment définir les vraies compétences recherchées. Donc, des fois, on a l'impression qu'on a besoin de tel type de formation ou il y a seulement ce tel type de formation-là qui s'applique à notre besoin, mais que dans le fond, on pourrait avoir une autre formation ou une autre façon d'aller chercher ces compétences-là. Puis encore là, ces constats-là sur le marché du travail sont encore là vraiment été identifiés par le Future Skills Center à Ottawa. Donc, ce qu'on aimerait vraiment maintenant développer chez les PME, puis que ça soit appliqué, dans le fond, c'est vraiment aller formaliser le processus d'intégration. Donc, des fois, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va monter une petite formation à l'interne, puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux employés, bien, on peut donner cette formation-là. Ça peut être aussi que l'employé reçoit vraiment une liste de choses la première semaine, d'activités qu'il va avoir à faire. Donc, un petit peu plus formaliser les processus d'intégration, que tout le monde ait le même processus égal. Aussi, le marketing de vos opportunités par le développement des compétences. Donc, dans le fond, vraiment utiliser le développement que vous voulez investir dans la formation de vos futurs employés où vous allez peut-être dire, OK, ben lui, peut-être un petit peu plus green qu'on appelle, mais il n'y a pas de problème. On a telle formation qu'on peut l'aider à investir pour aller chercher les compétences qu'on a besoin. Puis aussi au niveau de prévenir les compétences requises. Donc, commencer à avoir un plan de où on veut amener notre entreprise, puis de quelles compétences on va avoir besoin pour aller développer cet aspect-là de notre entreprise. Puis à ce moment-là, on peut cibler des gens à l'interne ou cibler des gens à l'externe qui pourraient aller développer ces compétences. Donc, avant de parler de développement de compétences, puis de comment avoir un plan de développement des compétences et tout ça, j'aimerais passer quelques minutes pour vous parler un petit peu de l'apprentissage chez les adultes. Donc, comment un adulte apprend? Parce que c'est certain, quand on est enfant, on est à l'école, on a une certaine façon d'apprendre. Mais ce qu'on remarque, c'est une fois qu'on est adulte, l'apprentissage n'est pas nécessairement de la même façon. Puis, l'ouverture vers l'apprentissage va être différente chez l'adulte. Donc, il faut utiliser des stratégies qui sont différentes. Donc, il y a différents styles d'apprentissage qu'on peut revoir là, chez les adultes. Donc, premièrement, on a vraiment le style adaptateur. Donc, le style adaptateur va être plus vers le concret et plus vers le proactif. Donc, c'est des gens qui doivent être dans le concret, qui doivent manipuler, qui doivent avoir des situations, mais aussi qui doivent être proactifs, donc qui sont vraiment dans l'action en fait, quand ils doivent apprendre. Donc, ces styles-là d'apprentissage vont être pas besoin de vraiment apprendre la machine, je dois la conduire pour apprendre, des choses comme ça. Donc, vraiment, les critères, c'est ça, la mobilisation, l'animation des collectivités. Donc, vraiment bonne habileté à l'application, à l'action, prédisposition à agir rapidement, à prendre des risques, et aussi résolution intuitive des problèmes. Donc, c'est des gens qui ont un petit peu plus ce style-là d'apprentissage, puis ils vont avoir ces caractéristiques. Ensuite, on a des gens divergeurs qui, eux, sont aussi dans le concret, donc sont aussi dans la manipulation, hein, le concret.
mais sont plutôt sur le côté analytique, hein. Donc, c'est vraiment tout se passe là, dans la tête. Et vraiment, ces capacités-là, c'est vraiment des capacités de réflexion, mais qui sont orientées vers les personnes, les situations sociales concrètes. Donc, des mises en situation ou des choses comme ça. Bonne habileté à imaginer des solutions. Hein, comme dans l'adaptateur, on est plus à appliquer les solutions, mais ici, on est plus dans hein, aux solutions. Intérêt pour les personnes, pour les différences, hein, donc ils sont plutôt dans le social. Idéation et observation sous des angles différents. Donc, ils vont être capables d'avoir une situation sur divers angles. Puis là, si on va plutôt dans les gens qui sont dans l'abstrait, donc on a le type convergeur qui est plutôt dans l'abstrait, mais dans le proactif. Donc, abstrait, mais qui doit être au niveau de l'action. Donc, ces gens-là sont vraiment plutôt une action, mais qui est orientée vers l'application pratique des concepts et des théories. Donc, ils vont vraiment appliquer les théories dans des situations comme telles, mais ça reste des concepts et des théories. Hein. Ils ne sont pas obligés de manipuler pour comprendre. Ils sont capables de plutôt prendre le concept et l'appliquer à une situation X. Donc, ils ont des intérêts pour des problématiques particulières. Puis, ils ont vraiment capacité à se concentrer sur le problème selon un raisonnement vraiment déductif. Hein. Donc, ils peuvent aller vraiment dans l'analytique et dans l'abstrait. Ensuite, on a le type assimilateur, donc lui qui est plutôt sur le côté analytique abstrait. Donc là, on est vraiment dans l'analyse des données, etc., puis aussi dans l'abstrait. Donc, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est concret. Donc, c'est plutôt des réflexions, mais qui vont être orientées vers des concepts abstraits, des formulations de modèles et des choses comme ça. Donc, ces gens-là qui sont plutôt assimilateurs vont avoir des bonnes habiletés à créer des modèles théoriques. Intérêt pour la conceptualisation des tendances générales, capacité à se concentrer aussi sur le problème selon un mode de raisonnement inductif. Donc, ils ne sont pas obligés d'aller appliquer ces concepts-là qu'ils apprennent, sont vraiment capables d'être vraiment dans l'analytique et dans l'abstrait. Donc, tout se passe là, au niveau cérébral, là, vraiment au niveau de la pensée critique et de la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? Donc, c'est vraiment une question pour vous que vous pouvez penser à ce que vous pensez qui est une compétence. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend? Est-ce que c'est quelque chose qui nous vient comme ça? Comment qu'on l'applique, etc. Est-ce que c'est plutôt une connaissance technique? Est-ce que ça peut être quelque chose aussi comme plutôt au niveau du comportement, etc. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? Donc, dans le fond, les compétences, ce qu'on peut analyser, c'est qu'il y a vraiment trois aspects à la compétence. Donc, dans le fond, on a le contexte, hein, qui est le milieu de travail, le marché du travail, etc. Puis, on peut catégoriser les compétences, dans le fond, dans trois différentes catégories. Donc, dans le fond, il y a le savoir, hein, donc qu'est-ce qui est toutes les compétences comme qu'on appelle techniques. Hein, donc, vraiment, les compétences qui sont plutôt au niveau du savoir. Il faut avoir appris à l'école, etc. On a aussi des compétences qui sont le savoir-faire. Donc, le savoir-faire est un petit peu plus ce qu'on appelle, dans le fond, le hands-on, hein, le concret. Donc, c'est comment qu'on rentre des données dans un ordinateur, c'est comment on conduit un tracteur, c'est comment on rencontre les clients, etc. Donc, ça, c'est plutôt des savoir-faire, hein, donc comme comment qu'on fait le travail. Puis ensuite, il y a les savoir-être. Donc, les savoir-être, c'est vraiment plus au niveau du comportement. Hein. Donc, comment on se comporte dans l'entreprise, comment on doit traiter un client, est-ce qu'on doit travailler en équipe, etc. Donc, ça, c'est plutôt des savoir-être qu'on appelle. Donc, les compétences englobent tout ça. Donc, on peut avoir un candidat, dans le fond, qui arrive chez nous, qui a les savoirs. Hein, il est allé à l'école, il a étudié dans le domaine qu'on recherche, etc. Il peut avoir le savoir-faire. Hein, il peut avoir déjà travaillé, avoir déjà eu de l'expérience, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il peut avoir le savoir-être. Hein, donc, le savoir-être, c'est OK, est-ce qu'il est habitué de travailler en équipe? Est-ce qu'il est habitué de travailler sous pression? Est-ce qu'il est habitué d'avoir un petit peu la culture, comme un petit peu le même comportement
l'équipe dans laquelle il est. Hein. Donc, des fois, il y a certaines catégories de compétences qu'on va vouloir aller développer. Puis ces types-là vont vous permettre d'aller identifier qu'est-ce que c'est le savoir-faire, est-ce que c'est le savoir ou est-ce que c'est le savoir-être qu'on doit aller développer. Donc, on a différents types, dépendamment des compétences qu'ils ont. Donc, si, admettons qu'on a le savoir, on a la personne qui a le savoir-être, donc c'est la personne qui est connaissante, hein, c'est le connaissant. Le performant, lui, va avoir le savoir, va avoir le savoir-faire. Et il n'y aura peut-être pas nécessairement le savoir-être. Donc, ça, c'est le performant. L'exécutant, ben, c'est la personne qui a le savoir-faire, puis qui a le savoir-être. Quand on veut quelqu'un qui est compétent, ben, on veut que ce soit quelqu'un hein, qui est dans le milieu. Donc, aller développer tout, dans le fond, le rond là, des compétences qu'on a besoin. Les compétences aussi, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête, c'est qu'on a tous besoin de développement de compétences parce que il y a un cycle de vie des compétences. Donc, les compétences ne sont pas bonnes éternelles. Par exemple, moi, au secondaire, j'ai appris à jouer de la clarinette. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai terminé et plus que j'ai terminé l'école secondaire et que je n'ai plus joué de la clarinette. Donc, mon cycle de vie des compétences, c'est probablement que j'aurais à réapprendre à lire la musique, à jouer de l'instrument, etc., parce que ma compétence est maintenant désuète. Donc, oui, votre équipe a toujours besoin de se mettre à jour sur les compétences, puis on le sait de plus en plus aujourd'hui, l'économie va tellement rapidement, la technologie va tellement rapidement qu'on doit toujours investir à chaque année là, pour aller renouveler les compétences de notre équipe. Donc, dans le fond, le cycle de vie, c'est premièrement, on définit la compétence. Hein, on l'apprend, on vient la définir, on vient savoir c'est quoi, etc. On va aussi la détecter. Hein, on va, OK, c'est vraiment là-dessus que je dois travailler, etc. Ensuite, on va les structurer. Hein, on va les développer, on va les structurer, on va apprendre, etc. Ensuite, on va les évaluer. Hein. C'est comme à l'école, on avait un examen ou quelque chose pour dire qu'est-ce que j'ai vraiment bien compris, est-ce que je l'ai vraiment bien développé, est-ce que je dois étudier un peu plus, etc. Puis ensuite, ben, valoriser et développer la compétence. Hein. On l'utilise, on se fait féliciter quand on l'a bien utilisé, etc. Puis on continue à l'appliquer, on la développe, on devient meilleur. Numéro 6, ben, on les mobilise. Hein. On les utilise de plus en plus, ça devient notre quotidien, etc. Puis qu'est-ce qui est important au numéro 7, c'est d'anticiper l'obsolescence des compétences. Parce qu'à un moment donné, hein, surtout, mettons, moi, j'ai appris à travailler avec Sage quand j'ai commencé, etc. Mais là, il y a des nouvelles versions qui sortent, etc. Donc, il faut anticiper que, OK, ben, dans tant de temps, quand on va changer de version, il faudrait qu'il y ait une petite formation là, pour les changements, ou etc. Donc, c'est vraiment anticiper l'obsolescence des compétences avant même qu'elles deviennent désuètes. Donc, pourquoi, dans le fond, elles deviennent désuètes? Ben, comme j'en ai parlé, hein, l'évolution technologique change tellement rapidement. La non-utilisation, comme mon exemple de clarinette du secondaire, que ça fait tellement d'années que je ne l'ai pas utilisé, que probablement que oui, j'aurais besoin de réapprendre ou d'avoir une mise à jour. La perte aussi des compétences. Hein, quelqu'un quitte notre entreprise avec cette compétence-là, on n'a pas planifié de le montrer à quelqu'un d'autre. Ben là, oups, hein, là, on vient d'avoir une compétence qui est devenue comme désuète, hein, qu'on n'a plus dans l'équipe. Le vol aussi, hein, de plus en plus, là, les entreprises, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, ben, vont aller voler les compétences ailleurs selon ce qu'ils ont besoin parce qu'ils connaissent quelqu'un qui le fait ailleurs, on va l'amener chez nous. Puis aussi, l'absence d'une culture de partage aussi tue beaucoup les compétences là, au sein de l'équipe. Comme par exemple, on a juste une personne dans l'entreprise que ça fait 40 ans qu'elle travaille chez nous. C'est toujours elle qui a fait ça. Elle n'a jamais montré à quelqu'un d'autre. On n'a jamais planifié un backup. Puis là, ouf, retraite, ouf. Là, il faut se replanifier. Là, on guérit plutôt que prévenir. Donc, c'est important d'avoir une culture de partage, hein, qu'on a une relève, qu'on sait qu'il y a d'autres gens qui ont cette compétence-là, même s'ils ne l'utilisent pas tous les jours, on le sait au moins qu'ils peuvent prendre la relève si quoi que ce soit arrive.
Donc, le gouvernement du Canada aussi a sorti récemment des compétences pour réussir. Donc, ils ont identifié des compétences qu'un employé doit avoir pour être capable, premièrement, de réussir dans son emploi aujourd'hui. Donc, ça peut être peut-être des compétences au niveau que vous voulez peut-être aller développer là, au niveau de vos employés. Donc, c'est sûr, oui, la lecture, mais l'adaptabilité, hein, on l'a vu comme tantôt quand j'en ai parlé, ça va tellement vite, l'économie, l'évolution technologique et tout ça. Nos employés, de plus en plus, ont besoin de s'adapter facilement aux changements, hein. Donc, c'est quelque chose, une compétence que de plus en plus, on réalise que les gens ont besoin pour être capables de réussir. La créativité, l'innovation aussi est rendue de plus en plus importante, hein. On l'a vu, comme je parlais avec la pandémie, beaucoup d'entreprises ont dû se réinventer là, du jour au lendemain. On n'est pas essentiel. OK, il faut quand même faire du commerce en ligne, etc. Donc là, la créativité, hein, et l'innovation est devenue de plus en plus importante. Puis même aujourd'hui, là, ça continue d'être quelque chose qui est impératif là, pour réussir aujourd'hui en affaires. La rédaction, ça c'est sûr, le calcul aussi, hein, de plus en plus, là, les rôles de base même ont besoin de faire un peu de calcul. Communication orale, hein, de plus en plus, là, même pour les relations entre employés, la communication orale hein, est de plus en plus importante. Comment on s'exprime bien, hein, comment on est capable de bien exprimer vraiment ce qu'on veut, etc. Résolution de problèmes, hein, ça change pas, c'est toujours quelque chose qu'on a vraiment besoin. Compétences numériques, hein, de plus en plus, là, tout se fait en ligne. Beaucoup d'entreprises ont maintenant des politiques zéro papier, etc. Donc, tout SharePoint de ce monde, les iCloud, les Google Docs, hein, tout ça, là, ça commence de plus en plus à être des choses qu'on utilise au quotidien. Puis, dans le fond, la collaboration, hein, le travail d'équipe, puis d'être capable d'échanger entre nous, hein. Puis, on voit que ça aussi, ça fait partie de la santé des compétences de votre entreprise parce que quand il y a de la collaboration, ben, les gens partagent leurs compétences, hein, leur savoir-être, leur savoir-faire avec l'équipe. Donc, on arrive à l'étape pour établir vraiment un plan de développement des compétences. Donc, on sait comment les adultes apprennent, on sait c'est quoi une compétence. Là, il faut aller identifier, OK, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qui est le besoin chez nous, puis aller faire un plan, OK, voici comment qu'on va organiser le tout. Donc, les étapes, dans le fond, pour établir nos besoins de formation. Donc, premièrement, on a l'analyse, hein. Donc, l'analyse, c'est vraiment aller analyser. OK, bon, ben, c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer chez mes employés? Est-ce qu'il y a souvent des problèmes avec une telle chose, etc. La clientèle, hein, c'est qui je vais aller former? Est-ce que j'ai besoin de former tous mes employés ou je peux former juste l'équipe de vente, par exemple, juste l'équipe de comptabilité, l'équipe d'administration, etc. C'est quelles ressources je vais avoir besoin? Donc, est-ce que je fais venir quelqu'un? Est-ce que j'ai les ressources financières pour ça? Est-ce que j'ai quelqu'un expert à l'interne qui pourrait peut-être avec moi monter quelque chose? Tu sais? Fait que c'est tout d'aller voir qu'est-ce que sont vos ressources. Est-ce que c'est faisable, hein? Est-ce que je suis capable, avec les ressources que j'ai, d'amener cette compétence-là à mes employés? La conception. Donc, on décide, OK, bon, ben, on identifie ce qu'on a besoin de développer. Le contenu et les activités, hein, souvenez-vous, on a vu un petit peu les styles d'apprentissage. Donc, si j'ai un style un peu plus, je sais que j'ai des gens concrets, peut-être que dans ma conception de formation, je vais m'assurer de parler à mon formateur ou de moi-même, dire, OK, ben, il faut que j'aie des activités que les gens vont pouvoir manipuler certaines choses. Il faut que j'aie des mises en situation. Puis on le voit aussi, les adultes apprennent beaucoup plus facilement quand c'est directement relié à leur lieu de travail. Donc, ils vont pouvoir, dans la formation, identifier, OK, c'est là qu'il faut que j'utilise la compétence. Donc, c'est important dans votre conception de prendre en compte ces choses-là. Le média, hein, est-ce que je devrais faire passer mon message par quelqu'un de l'externe? Ou si j'ai un expert qui est un petit peu comme un leader dans l'équipe, que lui peut faire la formation, puis ça va peut-être être plus mieux suivi. Est-ce que moi, je peux faire la formation, etc. Puis la structure, est-ce que je fais ça sur une journée, semaine, des avant-midi sur 3 semaines? Donc, dépendamment de ce que vous savez qui va être accepté par l'équipe, puis vous savez que ça va bien passer.
Ensuite, on rentre dans la production, hein, donc la production du contenu, la médiation aussi, hein, c'est important quand on fait une formation, de préparer les employés à leur dire oh, vous allez avoir une formation sur tel sujet, si on a identifié telle chose, on va aller développer ça pour telle raison. Hein, les adultes, il faut vraiment leur expliquer, pas juste leur dire OK, formation mercredi, libérez vos horaires. Non, il faut vraiment leur expliquer pourquoi, la raison de la formation, qu'est-ce que vous voulez, avoir l'objectif avec cette formation-là. De cette façon-là, eux peuvent commencer à se préparer comme OK, c'est pour ça, je vais m'attendre à telle chose. Vous pouvez partager des informations avant ou des choses comme ça. Puis avoir un plan, comment qu'on va évaluer, comment qu'on va aller voir si la compétence est vraiment appliquée ou non. Est-ce qu'on veut avoir un test? Est-ce qu'on veut faire des suivis après ça, un à un, avoir des plans de développement, etc. Donc, comment qu'on va aller évaluer? Ça peut être aussi, OK, on va évaluer est-ce que notre production monte, par exemple. Ça peut être des chiffres. Est-ce que nos ventes dans les prochains 6 mois après la formation, on va avoir une augmentation? Donc, c'est tout voir qu'est-ce qui sont vos points pour évaluer là, si la formation a vraiment bien fonctionné. Ensuite, ben, on a la formation, hein, donc de commencer à faire votre promotion, distribution aussi, mise en ligne, formation, encadrement, collecte de données d'évaluation, etc. Donc, ça, c'est vraiment la diffusion de la formation aux employés. Puis ensuite, ben, l'évaluation. Hein, donc, analyser, mise à jour, est-ce que finalement ça a bien fonctionné, euh, est-ce qu'il faut la refaire différemment, etc. Est-ce qu'on a vu une augmentation des compétences? Est-ce que la compétence a été vraiment bien mis en pratique là, par les employés ou il faudrait peut-être faire une mini-formation sur autre chose, prendre peut-être un canal différent, etc. Donc, c'est bon d'aller réévaluer l'impact de la formation. Donc, pour analyser vos besoins de formation, ben, vous pouvez utiliser différentes façons de le faire. Vous pouvez faire une analyse organisationnelle, hein, donc l'organisation dans son ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qu'on est moins performant dedans? Est-ce qu'il y a certaines choses où on veut s'en aller dans une telle autre marché, où on veut développer telle chose, ou comme dans notre croissance. Donc, on va avoir besoin de ces compétences-là nouvelles à l'interne, donc, etc. Donc, on va identifier des employés qu'on veut aller. L'analyse des tâches aussi. Est-ce qu'il y a des tâches, par exemple, dans notre entreprise, que ça prend trop de temps, qu'il faudrait peut-être informatiser? Donc là, c'est sûr, si on informatise, ben, il faut avoir une formation. Est-ce qu'il y a des tâches, par exemple, ont l'air plus difficiles à faire par les employés? Ça ne semble pas être bien compris, ou etc. Donc là, peut-être voir avec, OK, est-ce qu'on offre cette formation-là? Ça peut être une analyse des employés aussi. Donc, OK, est-ce que dans mon équipe, ça semble avoir des difficultés d'adaptation? La conciliation travail-famille, j'ai des employés qui sont un peu des jeunes mamans plutôt, etc. Puis ça semble être difficile. Donc, est-ce que je peux leur donner des outils, moi, en tant qu'employeur, puis offrir une formation pour vraiment aller les aider avec ces défis-là? Donc, il y a différentes pistes d'analyse que vous pouvez utiliser pour aller voir, OK, c'est quoi mes vrais besoins en formation? Donc, comment faire, identifier les écarts de performance. Est-ce qu'il y a des places que la performance n'est pas top? Donc, comment on peut avoir des collectes de données? Ben, des entrevues, questionnaires, tests de compétences. J'ai vu des organisations qui ont fait des comités de formation. Hein. Les employés eux-mêmes identifient des besoins ensemble là, avec vous là, qui ont besoin de formation, des groupes de discussion, évaluation de rendement, des observations, etc. Donc, tous ces collectes de données-là peuvent être faits là, pour aller voir c'est quoi mes besoins en tant qu'entreprise pour développer mes employés. Puis on voit aussi que quand on investit dans nos employés, comme ça nous revient. Hein? Les employés sont plus loyaux, ils se sentent bien, ça les motive, etc. C'est comme notre entreprise, hein? On investit du temps et de l'argent dans notre entreprise, donc c'est la même chose pour nos ressources humaines. Hein. Il faut investir temps et argent pour les garder à jour, comme qu'on garde notre matériel ou autre dans l'entreprise à jour aussi. Donc, la clarté aussi des rôles au sein de l'équipe peut vraiment vous aider à aller identifier vos besoins en formation.
Là, j'ai mis un exemple comme ça, mais ça peut être beaucoup plus simple, là, dépendamment de vos besoins. Mais c'est vraiment d'aller identifier qui sait quoi, puis qui peut aller développer quoi. Donc, quand on parlait du partage, hein, des compétences, etc., c'est important dans l'entreprise. Il faudrait qu'il y ait plus qu'une personne qui soit capable de faire telle tâche ou des choses comme ça parce qu'on est plus capable de s'adapter puis de réagir s'il y a des pertes ou hein, la personne quitte ou etc. Ben, il faut toujours avoir un backup, comme on dit en bon franglais. Donc, inventaire des compétences de votre équipe. En fait, là, l'inventaire. Qui fait quoi? Qui sait quoi? Qui connaît le système de comptabilité? Qui est capable de faire les ventes? Qui est capable de faire telle chose? Puis on identifie. Euh, Puis après ça, ben, c'est sûr que là, on peut dire, OK, ben là, on a juste une personne qui sait faire telle chose. Il faudrait peut-être envoyer employé Y faire cette formation-là en backup. Donc, lui, si jamais il y a quoi que ce soit, là, on part en vacances pendant 3 semaines, hein, peux compter sur cette personne-là pour le faire aussi. Puis plus on a le développement des compétences, plus qu'on a plus de gens qui savent faire la même chose, bien, c'est sûr que la polyvalence et la résilience de l'entreprise augmentent énormément. Donc, ça peut être un outil là, que vous pouvez vraiment utiliser là, pour vraiment aller identifier quels sont vos besoins. Aussi, j'ai vu des entreprises qui développent aussi des plans de développement personnel. Donc, l'employé, à chaque année, doit identifier lui-même des objectifs à atteindre, puis aussi des besoins, en fait, de formation qu'il pourrait avoir besoin pour atteindre ces objectifs-là. Donc, les éléments du plan de développement personnel sont vraiment faits avec le gestionnaire de l'employé. Donc, c'est identifier, oui, les objectifs à atteindre et les éléments à améliorer. Hein. Donc, ensemble, on identifie c'est quoi les prochains objectifs pour la prochaine année, qu'est-ce qui est les éléments à améliorer. Mesurer et gérer les objectifs de l'employé aussi. Il faut mesurer, OK, ben, on va savoir que tu vas avoir atteint l'objectif une fois que tu vas avoir fait telle chose. Ça peut être des chiffres concrets, ça peut être que tu vas avoir servi tant de clients, ou, etc. Vous trouvez la façon de le mesurer. Puis l'employé aussi, s'il sait comment le mesurer, ben, lui, il va se motiver hein, parce qu'il va voir, ah, je suis quasiment rendu, j'ai fait telle chose ou je suis capable de faire telle chose, ou etc. C'est d'établir aussi un plan d'action. Hein. Comment qu'on va réussir? Okay? Est-ce que tu as besoin de coaching avec un autre employé? Est-ce que tu as besoin de formation à l'interne? Est-ce qu'on doit t'envoyer à l'école, etc. Puis faire les suivis aussi, les révisions du plan de développement personnel. Donc ça, à chaque année, là, ça devrait être révisé hein, pour voir, OK, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tes objectifs? Non, parce que là, il y avait telle chose. OK, ben peut-être qu'on pourrait t'aider avec ça. Il y a quelqu'un à l'interne qui a cette compétence-là. On va voir, ça peut te donner des outils ou etc. Donc, c'est vraiment faire les suivis ensuite. Donc, comment l'utiliser? Hein, j'en ai parlé un peu. Donc, oui, discuter de ses objectifs à l'employé, mais de vos objectifs aussi, puis trouver un terrain d'entente. Comment est-ce qu'on peut y arriver à ça? Quels sont les manques? Quelles sont les forces? Hein? C'est important aussi d'aller vers le positif, de dire, ben, regarde, ça, tu le fais très bien. Fait que là, on veut juste aller améliorer ça pour aller encore plus loin. Monter, comme je vous dis, un plan sur 12 mois pour parvenir aux objectifs. Formation, développement hein, sur ce 12 mois-là. Quelle formation que l'employé peut avoir accès pour aller chercher les compétences nécessaires. Puis, hein, on le sait, ce n'est pas nécessairement des savoirs. Hein, ça peut être des savoir-faire ou ça peut être des savoir-être aussi. Hein, ça peut être des compétences au niveau de l'adaptabilité, du leadership, plutôt des façons d'être en entreprise. Hein. Déterminer les indicateurs de progrès au succès à atteindre tous les 3 mois, puis fixer soit des rencontres de progrès tous les 3 mois ou ça peut être fait une fois par année aussi. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait un suivi qui est fait quand même assez souvent. Donc, la conception de la formation. Donc, premièrement, on a le thème central de notre formation qu'on veut développer. Donc, ça peut être un savoir, ça peut être un savoir-faire ou ça peut être un savoir-être. Ensuite, pourquoi? Donc, pourquoi qu'on veut faire cette formation-là? Donc, c'est quoi les causes sous-jacentes aux besoins de formation? Est-ce qu'on a remarqué qu'il y a des clients moins satisfaits? Est-ce qu'on a remarqué que nos ventes ont baissé ou peu importe ce que vous allez avoir identifié? Donc, quoi? Hein, les objectifs de la formation. Donc, est-ce qu'on va aller développer des savoirs? Est-ce qu'on va aller développer des savoir-faire ou on veut développer des savoir-être? Hein? On a vu c'était quoi la différence.
le rendement. Donc, qu'est-ce qui est le rendement observé actuellement chez nos employés? Puis, qu'est-ce qui est désiré à la fin de la formation? Quelle amélioration on veut voir? Donc, si admettons qu'on identifie que oh, ça ne travaille pas bien en équipe, là, la collaboration, là, il y a quelque chose où la communication, les gens ont de la difficulté à s'exprimer dans des situations délicates ou des choses comme ça. OK. Donc, qu'est-ce qui est désiré à la fin? Bon, on veut améliorer la collaboration, on veut améliorer la communication. Bon, peut-être qu'on va dire, OK, on veut donner des outils de communication à nos employés. Hein. C'est quoi l'étiquette? C'est quoi, comment on fait comment on gère des situations difficiles aussi, etc. Puis qu'est-ce qu'on veut identifier à la fin? Puis les éléments de l'analyse, hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut aller répondre? C'est pour qui? Hein? C'est qui est touché par cette formation-là? C'est qui les participants? Hein? L'élément contextuel important, hein? C'est quoi, qu'est-ce que je veux vraiment qu'il soit couvert dans cette formation-là? C'est quoi les contraintes existantes? Hein? Parce on le sait, hein? Quand on rentre quelque chose de nouveau, hein, il peut y avoir de la résistance. Il peut y avoir certaines personnes qui vont voir ça de façon négative. Hein? Donc, c'est vraiment de prévoir ces contraintes-là existantes. Hein? Ça peut être aussi les ressources qu'on a peut-être moins, ressources financières, ressources humaines, ou etc. La source de l'expertise. Qui a cette expertise-là? Est-ce que j'ai quelqu'un à l'interne? Est-ce que moi, je peux donner, est-ce que j'ai l'expertise ou je dois aller la chercher à l'externe? Puis des exigences particulières là, que vous auriez. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, formation sur l'utilisation d'une nouvelle balance électronique. OK, on a identifié qu'on a une nouvelle balance qui rentre dans la production. C'est nouveau, il faut qu'il y ait de la formation. Hein? Donc là, on analyse pourquoi. Bon, ben, on a pris la décision de changer la balance, résultant de, bon, ben, il y avait trop de grosses variations hein, avec les mesures données et le poids réel. Hein, elle était trop vieille, il fallait la changer. Puis il fallait vraiment avoir la nécessité d'avoir un contrôle systématique du poids des camions. Hein. Il fallait que ça soit plus numérique, plus systémique. Donc là, dans le fond, hein, c'est pour qui? C'est quoi les objectifs de la formation? Bien, on veut développer des savoirs dans ce cas ici. Hein. C'est la connaissance d'un outil. Donc, on veut savoir les diverses fonctions de la balance, puis la politique du système qualité ISO. Donc, les savoir-faire qu'on veut aller développer, ben là-dedans aussi, c'est peser correctement. Hein. Comment l'utiliser? Savoir-faire. Ajuster la balance, imprimer des rapports. Donc, ça, c'est le savoir-faire. Comment on exécute? Savoir-être. L'attitude qu'on veut avoir, ben, c'est l'ouverture au nouveau procédé. Hein. On veut aller développer une ouverture chez les employés. Donc, on veut aller les aider à se déstresser avec ce changement-là qu'ils doivent apprendre, etc. Donc, ensuite, le rendement actuel, ben, on a vu qu'il y avait des erreurs de mesure. Contrôle difficile dû à la lourdeur administrative. Hein, c'était rendu trop désuet, etc. Donc, ça demandait trop de travail de nos employés. Donc, le rendement désiré, ben, c'est la justesse des mesures. On va être plus précis, on va avoir un nouvel outil. Contrôle et suivi automatisé et en continu. Fait qu'on dit on va aller plus vers le numérique au lieu du manuel. Donc, les éléments de l'analyse qu'on a conclus, ben, c'est pour qui c'est l'implantation d'un nouveau système qualité. Qui, ben, c'est les employés du développement de services. Donc, c'est juste ces employés-là qui vont avoir cette formation-là. Éléments contextuels, résistance des employés à l'informatique. Hein, on le sait. Hein, il y en a que, ben, moi, j'aime bien ma papier et ma plume, puis mes petites affaires, puis donc, c'est l'élément contextuel. Contrainte existante, ben, OK, c'est un échéancier court, hein, 2 mois. On a 2 mois pour former, puis il faut que ça fonctionne. Source de l'expertise, ben, expertise de l'externe. Hein, ça va être le vendeur de la balance qui va venir faire la formation. Je n'ai pas personne à l'interne, moi, je ne peux pas la donner, etc. Donc, ça va être une expertise de l'externe. Exigence particulière, ben, mise en pratique sur les lieux de travail. Hein. On le sait comment les adultes apprennent. Il faut qu'ils savent vraiment que oui, ça va vraiment être dans le milieu de travail, comment ils vont l'utiliser, etc. Donc, exigence particulière, ben, moi, pour que mes employés apprennent mieux, il faut que ça soit mise en pratique sur les lieux de travail comme tel, puis participation demandée des superviseurs, hein, parce qu'on veut développer l'ouverture aux nouveaux procédés. Donc, c'est sûr que si le leadership participe, montre déjà une ouverture, voit déjà des points positifs, ben, je vais aller développer peut-être l'ouverture. Donc, c'est tout comme ça qu'on analyse nos besoins en formation, puis quel est le meilleur outil pour le faire.
Quand on veut avoir vraiment un système d'apprentissage qui est axé sur la performance, comme je parlais, cibler les besoins de formation. Est-ce que c'est des savoir-faire, savoirs ou des savoir-être, hein? 2, c'est l'apprentissage des savoirs. Puis là-dedans, il devrait toujours avoir du coaching aussi. Apprentissage des savoirs théorie, pourquoi, etc. Apprentissage aussi des savoir-être, des savoir-faire, etc. Puis aussi standardiser, hein. Il faut qu'il y ait un suivi, renforcement, du coaching pour permettre vraiment à l'employé de l'utiliser de plus en plus, hein, parce qu'on peut avoir de la résistance aussi. Par exemple, dans mon exemple de balance, on savait déjà qu'il y avait de la résistance des employés, fait qu'il y en a peut-être qui vont continuer à utiliser le papier et le crayon, même si c'est fait informatiquement, hein. Donc, c'est de coacher puis de faire le suivi après là, pour s'assurer que ça standardise et que ça devient là, un non-pensé. Donc, comment on apprend? Hein? Vous pouvez commencer à y penser, voir comment on apprend. Donc, comment que les adultes apprennent, hein? J'en ai parlé un petit peu rapidement, je vais le survoler. Un adulte apprend s'il comprend. Il y a un cause à effet, hein, s'il comprend le besoin de la formation. Donc, ça, je vous avais dit, c'est important de les préparer avant de donner la formation, hein. Donc, il faut qu'il y ait une cause. Donc, on a remarqué ceci. Voilà ce qu'on veut faire, donc c'est pour ça qu'on fait la formation. Donc, il faut qu'ils comprennent la logique. Pourquoi j'ai une formation aujourd'hui? Si la formation est en lien direct avec son quotidien, hein, comme je parlais tantôt, c'est important. Il faut vraiment qu'ils comprennent que, OK, ça, cette compétence-là, je vais l'appliquer dans telle situation dans mon quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des simulations, d'avoir des mises en situation ou de vraiment prévoir une période dans la formation, que ce n'est pas juste de la théorie, mais qu'ils vont pouvoir vraiment le mettre directement en application dans leur quotidien. S'ils perçoivent et acceptent aussi les objectifs de la formation, hein. Il faut qu'ils acceptent que c'est ça qu'on va aller développer parce que c'est là qu'on veut s'en aller. S'ils agissent, s'engagent dans les activités en formation aussi, hein. C'est pas en restant statique, assis toute la journée à écouter la théorie ou etc. Il faut vraiment qu'ils s'engagent dans l'activité de formation, hein, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des activités de brainstorming, etc. Donc, il faut vraiment les impliquer dans le processus de formation. Aussi, si le formateur sait utiliser les effets de la réussite et de l'échec, hein, ça aussi, c'est important. Il faut que le formateur soit vraiment habitué comme de donner Ah, ben bravo, ça c'est super bon, t'as nailé ça, OK, là, on va se concentrer là-dessus, ça, t'as moins bien fait. Donc, c'est important de leur donner Oui, OK, t'as bien réussi cet aspect-là, etc. Puis aussi, hein, d'essais et erreurs aussi, là, c'est important. Puis, il se sent intégré dans un groupe aussi, hein. Donc, c'est important quand on est en groupe, etc., puis qu'on n'est pas seul, ça aussi, ça fait une bonne dynamique. Puis, s'il évolue aussi dans un climat qui favorise la participation. Questions-réponses, discussion de groupe, ou etc., ça, c'est toujours gagnant là, quand on peut participer activement à la formation. Donc, production de la formation, plus en détail, les techniques d'enseignement, il y a différentes techniques. Méthodes affirmatives, c'est les fameux exposés, démonstrations, entraînement à la tâche. Donc, plus la partie qui est comme théorique, la personne parle en avant, etc. Il y a des méthodes interrogatives qu'on peut mélanger aussi avec des discussions, des études de cas. Ça peut être même des situations que vous avez vécues dans le milieu de travail, que les employés savent, ah oui, ça c'est vrai, on vit ça tous les jours. Puis là, on en discute, puis on applique les principes de la formation à cet état-là. Puis là, on a le lien direct avec le lieu de travail. Des méthodes actives, donc ça peut être des activités structurées, jeux de rôle, gestion de projet, on va développer telle chose, etc. Donc, ça, c'est plus pour nos concrets, là, proactifs, qui sont plus dans l'action. Ouverture de la formation, c'est de connaître les attentes, hein, identifier les résistances, les préoccupations. Est-ce que mes employés sont stressés à suivre cette formation-là? Activité brise-glace aussi va aider à créer le climat de participation, hein. Ça va ouvrir la discussion puis ça va briser la gêne du début. Déroulement de la formation, relation entre le formateur et les apprenants est très importante. Il faut que les apprenants aient un certain respect
pour la personne qui donne la formation, hein. Donc, ils disent, OK, oui, lui, il est respecté dans son domaine, tu sais, il est habitué de donner des formations, etc. Donc, la réputation du formateur aussi est importante. Gestion du temps de formation aussi, hein. Étirez pas, si vous leur dites 2 heures, ben c'est 2 heures. Étirez pas ça 3-4 heures. Clôture de la formation, utilité des apprentissages, hein, c'est comme où on va les utiliser. Relation avec le milieu de travail, hein, ça c'est important. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les apprentissages et l'évaluation. Donc, ça, c'est vraiment pour la production de la formation, de faire attention à ces choses-là. Diffusion de la formation, même chose, hein, préparation. Juste le fait, la salle, les participants, hein, le formateur. Préparez-vous, OK? La salle, on va faire des activités de groupe parce qu'on est mieux de faire un grand L avec les tables ou on fait des petites tables, etc. Donc, juste la façon d'aller placer la salle va changer la vibe aussi de la formation. Quand les participants les préparent, le formateur aussi, il faut le préparer, hein? Vraiment lui dire, OK, voici mes objectifs. Tu vas peut-être avoir de la résistance sur tel point, tu vas peut-être avoir à gérer ça. Puis le transfert des apprentissages, vraiment, les obstacles, ben, il peut y avoir des obstacles qui viennent de l'apprenant, hein, que lui n'est pas ouvert, pas une ouverture de gens rentrants. Superviseur immédiat aussi, hein, les deux, là, vos leaders dans l'entreprise, c'est important qu'ils suivent la cadence et qu'ils soient positifs. L'environnement de travail aussi peut avoir des obstacles. Donc, il y a des façons d'améliorer ça, puis c'est dans toute la préparation là, que vous allez faire de vos employés. Donc, rapidement, là, des interventions qui peuvent être faites avant la formation. Donc, consulter les participants lors de l'analyse des besoins. Hein, quand ça vient de eux, souvent, c'est déjà un pas vers l'avant. Informer les participants au préalable des objectifs, hein, comme je disais, du contenu. Communiquer une description des compétences clés attendues. Fournir une activité de préparation individuelle, hein. J'ai vu des formateurs m'envoyer un test à faire de personnalité ou un test à faire avant la formation ou quelque chose. Ça l'ouvre déjà le participant à participer là, à la formation. Manifester l'engagement, hein, justement là, de la direction puis des superviseurs aussi pour communiquer les enjeux de la formation. Qu'est-ce qu'on a à gagner avec cette formation? L'environnement de travail, comment on peut le préparer? Bien, impliquer le plus d'individus possible dans la formation, former les superviseurs immédiats hiérarchiques, hein, c'est important. Identifier des personnes qui jouent un rôle pour soutenir le transfert des compétences, hein, les supérieurs, des leaders, des exemples, des gens, vous savez, là, que les gens vont suivre dans l'entreprise. Créer des groupes de soutien aussi à l'apprentissage. Ensuite, programme de formation, bien, suivre le processus de gestion de la formation, hein, comme je vous dis, vraiment les étapes, s'assurer de l'adéquation entre la formation, les objectifs de l'organisation et les besoins des individus. Identifier les critères, les indicateurs qui serviront pour l'évaluation. Hein, est-ce qu'on a vraiment bien été chercher les compétences qu'on voulait aller chercher? Identifier les moyens pour favoriser le transfert des apprentissages, coordonner la formation, s'assurer de sa cohérence avec les autres actions de la gestion. Impliquer les membres de l'organisation dans la diffusion du programme, employés, modèles, gestionnaires champions, etc. Donc, ça, c'est tous des moyens là, que vous pouvez utiliser avant la formation là, pour vous aider à ce que les employés acceptent la formation puis appliquent les apprentissages. Après la formation, d'autres petits points, favoriser la mise en pratique immédiate, etc. Donc, ça, c'est tous des points là, après la formation aussi là, que vous pouvez faire. Évaluation de la formation, hein. Donc, pourquoi on irait faire une évaluation? Bien, c'est mesurer l'impact, la rentabilité, hein, l'amélioration puis la rétroaction. Il y a 4 niveaux d'évaluation. Donc, évaluer la réaction des apprenants, évaluer les apprentissages, évaluer la mise en application des comportements, puis mesurer des effets sur l'organisation. Donc, il y a différents niveaux que vous pouvez aller chercher là, pour savoir si votre formation a vraiment eu l'impact désiré. Évaluation, encore là, des petites pistes pour l'évaluation. Ça peut être un sondage à la fin de la formation. Ça peut être des tests, d'évaluation du superviseur, etc. De l'observation, de l'auto-évaluation. Des indicateurs de performance aussi qu'on va aller voir, la productivité, quantité des rebuts, perte de temps, gaspillage, etc. Donc, ça, c'est plus quantitatif qu'on peut aller vérifier.
Les façons d'encourager, bon, ben, premièrement, les ressources, plateformes partagées de ressources humaines, des programmes de coaching, formation obligatoire pour les nouveaux employés, hein, comme je parlais, l'intégration, formation ciblée par ou pour les employés, comité de formation, aide financière de l'employeur pour des projets d'études. Hein, je vais t'aider à financer si tu vas chercher ce certificat-là ou des choses comme ça. Puis vraiment instaurer là, une culture d'apprentissage, puis une culture de partage des connaissances entre collègues. Puis au niveau du marketing, ça peut être des participations aux incubateurs, accélérateurs, centres d'innovation, de l'enseignement coopératif, hein, prendre des coops dans notre entreprise, offrir des stages, programmes de placement professionnel, des programmes d'emploi, d'expérience d'été, hein, qu'il y a des étudiants qui peuvent venir travailler pour vous, du mentorat, bénévolat, formation d'apprentis. Donc ça, c'est tous des moyens là, que vous pouvez vous impliquer pour aller chercher du marketing, puis peut-être aller chercher là, des nouveaux employés aussi en utilisant ces méthodes-là. Ça, rapidement, en conclusion, je vais vous passer un petit peu le processus d'apprentissage d'un nouvel employé dans l'entreprise. Donc, premièrement, ben, il y a initial. Hein, l'employé arrive chez vous dans son nouveau poste ou ses nouvelles fonctions. Hein, ça peut être quelqu'un qui a changé de poste à l'interne. Ben, il est stagnant, hein, il est prêt à apprendre, il se tient debout, il a un peu de bagage qui va lui permettre de l'aider dans le poste. Ben là, on commence avec l'encadrement. Hein, il va pouvoir commencer à faire le premier pas, là, à marcher. Puis il est très peu compétent encore. Hein? Il y a peut-être les compétences, certaines compétences qu'il a, etc., mais il n'a jamais fait le rôle encore. Donc, il y a des petites choses peut-être qu'il va avoir à apprendre ou à se développer un peu. Il est peu responsable, encore autonome ou motivé. Hein? Il apprend. Fait que là, la concentration est plus sur le savoir-faire et les savoirs. Hein? Ensuite, dans la deuxième étape, il faut le convaincre, ce nouveau employé-là ou cet employé-là qui commence des nouvelles fonctions. Donc là, il est partiellement compétent. Hein, il commence à marcher quand même assez bien. Là, il est confortable, mais il est encore peu responsable, autonome et motivé. Hein, il est encore dans sa période je sais, mais je ne cours pas encore. Hein. Ensuite, on arrive à l'étape que là, il jogue. Hein, il est capable de jogger un peu, il commence à être vraiment généralement compétent. Hein, il a l'emploi, le savoir-faire, le savoir. Il commence vraiment à être compétent, là, il commence vraiment à savoir tout ça. Il commence à généralement être responsable, autonome et motivé. Hein, donc, il va commencer à prendre des décisions de lui, comment il veut structurer ce poste-là. Parce que là, il a peut-être appris d'un employé senior ou quelque chose comme ça, mais il dit, ah, moi, j'aimerais peut-être mieux fonctionner comme ça. Donc, il s'installe hein, dans son poste, puis il va commencer à être un petit peu plus responsable, puis prendre des décisions. Puis là, ben là, on arrive vraiment comme on peut le faire participer. Hein, on peut commencer à le développer un peu plus. Là, quand il court, quand il est capable de courir, ben là, on peut commencer à déléguer. Hein, donc là, il est très compétent, il a vraiment tout appris, il a vraiment même le savoir-être. Là, il est compétent. Donc, il est très responsable, autonome, motivé. Donc là, c'est rendu que là, on peut déléguer, on peut peut-être lui faire apprendre autre chose. Puis c'est là que le développement des compétences devient important. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont, dans le fond, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter ou remettre vos questions à René si vous regardez l'enregistrement. Puis ça va me faire plaisir aussi là, de vous aider là-dedans.